Merci donc de nous avoir rejoints pour cette journée spéciale consacrée au retour de Raphaël Liégeois, en quelque sorte, dans l'université dans laquelle il a fait une partie, en tout cas, de ses études. Et donc, je vous demande d'accueillir ici le secrétaire d'État Thomas Dermine, la rectrice Anne-Sophie Nissen et Raphaël Liégeois lui-même. Venez ici. On va être assez rapide pour permettre à Raphaël de commencer sa conférence, et puis aussi qui sera suivie par celle de Claudie Aigneret, qui est en visio malheureusement. Je pense qu'on vous l'a déjà expliqué parce que les grèves du Thalys n'ont pas permis d'arriver ici à Liège. Monsieur le secrétaire d'État, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un astronaute belge ? Mais bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je suis ravi de vous voir nombreux ce matin. C'est important parce que le spatial est important. Et à Liège, vous avez quand même un écosystème assez incroyable autour du spatial, que ce soit en termes d'entreprise, que ce soit en termes de facultés, notamment les spécialisations qui existent dans cette même faculté, le Centre spatial de Liège. Donc il y a vraiment un écosystème qui est remarquable. Et d'ailleurs, la Belgique, on l'oublie parfois, mais la Belgique, c'est un petit pays sur la Terre, mais c'est un grand pays dans l'espace. On est les 5e contributeurs au budget de l'Agence spatiale européenne. On a déjà 2 astronautes qui ont volé dans l'espace, Frank de Wien, Dirk Frimouth, et bientôt un 3e qui est juste là. Et donc voilà, on a plein de choses passionnantes dans l'espace. C'est important pour nos communautés scientifiques, c'est important aussi pour l'emploi, pour le développement socio-économique, et singulièrement en Wallonie, où il y a plusieurs milliers d'emplois dans le secteur spatial, que ce soit pour fabriquer des parties de fusées, des satellites ou des outils de recherche. Et donc le spatial, c'est passionnant, c'est un champ qui est en plein développement. On est, Raphaël vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, à la veille d'une nouvelle phase de conquête spatiale. Et en plus, c'est un secteur qui met des étoiles plein dans les yeux, des jeunes et des moins jeunes. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un grand défi sur la promotion des sciences. Vous avez fait un excellent choix, vous vous êtes déjà orienté vers un cursus scientifique. Mais aujourd'hui, comment on fait pour orienter plus de jeunes garçons, mais aussi et surtout des jeunes filles dans les filières scientifiques? C'est un vrai enjeu. Et pour ça, avoir un astronaute, et en plus un astronaute, comme vous le verrez, de la trempe de Raphaël, qui est capable de communiquer sa passion, eh bien c'est extraordinaire parce que c'est un super ambassadeur pour les sciences auprès de tous les jeunes belges, petits garçons et petites filles. Merci. Madame la rectrice Anne-Sophie Nissen, j'imagine que c'est quand même un jour un peu particulier pour vous aussi, parce que je ne vais pas dire que c'est le retour de l'enfant prodige, mais enfin, il y a en quelque sorte un peu de fierté sans doute. Oui, nous sommes très très fiers et je voudrais remercier chaleureusement Raphaël de s'être souvenu de son alma mater. Et de partager, ça nous permet de partager un tout petit peu avec vous votre rayonnement, et je pense que l'Université de Liège en est extrêmement fière. Alors aussi, moi je l'avais dit déjà quand on l'a annoncé en novembre, que c'est un message très fort pour tous nos jeunes qui ont des rêves, je pense. Les études universitaires, les études en général peuvent évidemment porter à réaliser nos rêves, et comme je l'ai dit ici, ça peut même vous apporter et vous porter jusqu'aux étoiles. Donc intéressez-vous aux études universitaires scientifiques, soyez persévérants, et je pense qu'on peut tous réaliser à un moment ou à un autre dans notre chemin, parce que c'est un chemin et la formation continue pour vous. Ce n'est qu'un petit maillon, je pense, la formation universitaire. Aujourd'hui, on a encore plus besoin de se former tout au long de la vie. Et d'ailleurs, vous commencez une formation d'astronaute tout près de chez nous à Cologne. Et là aussi, c'est un message fort. On ne doit pas non plus uniquement se satisfaire d'un seul diplôme, mais plutôt d'interdisciplinarité, ce que vous avez prouvé, combiner ingénieur avec neurosciences, avec les sciences humaines, je pense qu'ils ont de plus en plus de place dans tous les diplômes aussi, et je voudrais vous remercier de vous être souvenu de votre alma mater. Voilà. Raphaël, à toi la parole pour la conférence, et monsieur le secrétaire d'État, madame la rectrice, vous pouvez prendre place. Merci.
Bonjour à tous et à toutes. Merci pour les petits mots d'introduction, monsieur le secrétaire d'État, madame la rectrice. Ça me fait évidemment très plaisir d'être là. Moi, j'étais dans ces amphithéâtres-ci il y a une bonne dizaine d'années. Alors, j'ai pas encore de photos extraordinaires. Hier, on était avec monsieur le secrétaire d'État à Charleroi avec Samantha Cristoforetti, qui est l'astronaute italienne qui montrait ses photos dans la Station spatiale internationale. Et évidemment, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant. Moi, j'ai pas encore ça. J'espère que ça arrivera d'ici quelques années, que je pourrai revenir vous montrer ça dans quelques années. Mais pour l'instant, je pensais plutôt vous parler de mon parcours, de ce qui m'a motivé à postuler à ce poste d'astronaute. Et plus généralement, ce qui m'excite, ce qui me passionne dans l'exploration spatiale et l'exploration scientifique en général, je pourrais dire. Alors, quelques mots sur mon parcours. Donc, je suis né en 1988, ça fait loin, hein. J'ai 35 ans. J'ai fait mes études à Namur. Et puis, je suis venu faire des études d'ingénieur ici à Liège. Alors, j'étais venu pour le master en aéro, parce que j'étais un petit peu intéressé par tous ces sujets-là. Et puis j'ai rencontré un professeur pendant mes études qui m'a vraiment passionné au sujet des neurosciences, en me disant que le cerveau, c'était aussi une des nouvelles frontières de l'exploration scientifique. Et donc j'ai fait mon mémoire avec lui, et puis ensuite une thèse de doctorat aussi avec lui, pour étudier les neurosciences, comment on pouvait faire des modèles mathématiques du cerveau, mieux comprendre ce qui se passe dans un cerveau normal, dans un cerveau pas normal, dans des maladies neurodégénératives, etc. Et c'est ce que j'ai fait dans différents laboratoires par la suite, depuis ma sortie de l'ULiège, maintenant on dit, moi je dis toujours l'ULG, en 2015 jusqu'à il y a quelques semaines. En fait, j'ai quitté mon travail à l'université de Genève et à l'EPFL fin février, où je faisais donc de la recherche. J'ai fait ça à Singapour et puis en Suisse. Et puis en 2021, l'Agence spatiale européenne a sorti une offre d'emploi pour devenir astronaute. Alors, c'est pas que je suis tombé dessus par hasard, j'avais quand même ça dans un petit coin de ma tête. C'est juste que j'ai jamais construit ma vie autour de ça, dans le sens où je savais que c'était très peu probable que ça arrive. Et donc voilà, mais j'avais quand même un petit œil dessus. La sélection précédente, donc celle qui a sélectionné Thomas Pesquet, elle avait eu lieu en 2008. À ce moment-là, j'avais 20 ans, j'étais donc trop jeune pour postuler. Et donc j'attendais qu'il y ait une autre sélection. Et donc en mars 2021, quand ils ont ouvert l'offre, j'ai pris du temps pour bien faire les choses, pour écrire une lettre de motivation, etc., etc. Et ça a abouti au résultat donc, que vous avez peut-être vu en novembre dernier, où j'ai été sélectionné parmi les 5 astronautes de carrière. Donc astronautes de carrière, ça veut dire ceux qui vont vraiment aller s'entraîner en Allemagne, qui quittent leur travail et qui deviennent astronautes auprès de l'Agence spatiale européenne pour aller sur la Station spatiale internationale, etc. Quelques mots concernant la sélection, parce qu'on me pose souvent des questions sur la sélection. Donc ça, c'était les différentes étapes de la sélection. En fait, c'est un processus de sélection assez classique. Ce qui était moins classique, c'était l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y avait 22 000 candidats au début, et donc ça a pris très longtemps, ça a pris 18 mois pour faire toutes ces étapes-là. Et le plus dur, je dirais, c'était d'attendre les résultats entre chaque étape. C'était dur pour moi parce que c'était un peu stressant. On se repasse les étapes dans la tête. C'était aussi dur pour la famille qui devait me supporter dans une humeur pas toujours optimale. Mais sinon, c'est des tests qui ne sont pas insurmontables. Donc, c'est des tests psychotechniques, des tests psychologiques aussi, voir comment on interagit en groupe, des tests médicaux qui, de nouveau, il ne faut pas courir un marathon en 3 heures ou quoi que ce soit. Moi, je fais une activité sportive normale, mais voilà. Et puis, il y avait des étapes finales d'interview avec des astronautes, avec le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Voilà donc pour le processus de sélection qui a abouti à l'annonce de novembre dernier. Mais donc, je voulais revenir à ce parcours-ci, et puis je me suis demandé, c'est la première fois en fait que je parle à une classe de secondaire, enfin un groupe en tout cas d'élèves du secondaire. Donc, vous êtes à peu près là, et je me suis demandé ce que j'aurais eu envie d'entendre, ou en tout cas ce que j'aurais trouvé intéressant qu'on me raconte quand j'avais votre âge, donc 15-16 ans, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce que je me posais comme question quand j'avais 16 ans? Donc ça, c'est moi quand j'avais 16 ans. Ça va?
Alors, qu'est-ce que j'aimais bien? Bon, j'aimais bien passer du temps avec les copains, ça je pense que c'est assez classique. J'aimais bien les voyages, y compris en Belgique. J'avais pas beaucoup voyagé à l'époque, donc en Europe un petit peu, mais surtout aussi en Belgique. Je me souviens que tous les étés, on allait faire du vélo avec les copains dans la vallée de la Semois et tout ça, c'était génial. J'aimais beaucoup les maths aussi, les maths, et puis la physique, c'est venu un petit peu plus après. Et puis, vers 16, 15, 16, 17 ans, on commence à recevoir les questions d'adultes qui nous disent « mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et donc, on se pose des questions de ce qu'on veut faire de notre temps. Et ça peut être parfois un petit peu vertigineux. Je me souviens que je n'étais pas forcément très à l'aise avec ça parce que, bon, évidemment, j'aurais pu dire je veux devenir astronaute, mais il n'y a pas une école où on est sûr qu'on va devenir astronaute. Et puis, de nouveau, ce n'était pas une idée fixe. Je voulais quelque chose un peu plus global qui allait peut-être satisfaire mes envies et mes aspirations d'une façon un peu plus générale. Donc, voilà, c'est des questions un petit peu vertigineuses, je pense. Je pense que c'est normal aussi d'être pas forcément très à l'aise, de pas forcément savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire. Et puis finalement, je me suis lancé pour des études d'ingénieur. Parce que, comme je disais, j'aimais beaucoup les maths, mais j'avais envie d'aussi avoir cet aspect appliqué pour ne pas rester que dans la théorie. Alors, je critique pas du tout, hein. J'aime toujours beaucoup les maths et je pense que j'aurais pu être très heureux aussi à faire uniquement des maths purement théorique, mais je voulais être un peu plus proche de l'application. Donc vous voyez par exemple en devenant chercheur en neurosciences, ben voilà, on travaille vraiment avec des données du cerveau, avec des données de patients malades, et puis on essaie de voir comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, etc. Donc je me suis lancé, j'ai écrit une lettre de candidature pour obtenir une bourse de mobilité pour aller à Liège, parce que je venais de Namur, mais je pense que cette bourse, elle existe toujours, hein, la bourse Pissard. Et qu'elle est aussi accessible pour les étudiants de Liège, même si c'est une bourse de mobilité. Et si je me souviens bien, mais maintenant j'ai un petit peu peur que vous ayez retrouvé la lettre et que ce ne soit pas ma première phrase, mais si je me souviens bien, j'avais quand même écrit comme première phrase « Je m'appelle Raphaël et je rêve de devenir astronaute » ou quelque chose par rapport à ça. Et puis j'avais enchaîné en disant pourquoi le métier d'ingénieur m'intéressait, etc. Et donc c'est en 2005 que j'ai commencé mes études d'ingénieur. Et qu'est-ce que ça a été ces 5 années, 6 années, parce que j'ai fait un petit séjour à l'étranger entre-temps. Donc qu'est-ce que ça a été pour moi les études d'ingénieur? Je dirais il y a différentes choses. Il y a du travail pour surmonter les cours de Monsieur Delay, par exemple. Il y a quelques gains d'ail aussi, c'est très chouette. Moi j'ai fait mon baptême, j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais c'est aussi évidemment des rencontres avec plein de nouvelles personnes. Moi je venais de Namur, je connaissais presque personne ici à Liège quand je suis arrivé. Et je dirais qu'avec le recul, moi ce que je retiens de mes années à Liège et à l'université, c'est vraiment d'avoir été au contact avec les plus grandes, les plus belles théories scientifiques et les plus belles inventions qui ont été faites. Donc ici, j'en mentionne juste quelques-unes, mais en fait, on passe 5 ans à passer à travers toutes ces inventions de génération et de génération de scientifiques qui ont passé leur vie, qui ont dédié leur vie parfois à développer tout ça. Donc il y a la loi de la gravitation universelle, et puis on apprend pendant les études qu'en fait elle n'est pas si universelle que ça, donc que dans certains cas elle n'est pas tout à fait valide. La radioactivité, qui est aussi quelque chose de complètement contre-intuitif, mais qu'on peut aussi étudier. On étudie la mécanique du vol, ça c'est peut-être un peu plus tard dans les études, mais voilà, c'est quand même assez dingue de se dire qu'au XXe siècle, il y a des gens qui se sont dit on va imaginer un objet qui peut voler. Et ben, tout ça, c'est ce qu'on peut découvrir dans les études d'ingénieur. J'ai encore mis quelques exemples ici pour l'exemple des... Voilà, on apprend la mécanique des fusées qui sont allées vers la Lune, les programmes Apollo. Par exemple, ici, on voit un lever de terre pendant la mission Apollo 8. Je pense, et puis quelque chose peut-être de plus relié à ce que moi j'ai fait par la suite. Je me souviens très bien de mon cours d'imagerie médicale, par exemple, où on étudiait le fonctionnement des IRM. Donc, de nouveau, moi ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un peu de recul et me dire, ok, en tant qu'étudiant, on voit le cours, blablabla, il y a des choses à étudier, et parfois on se dit, c'est des équations, c'est un peu embêtant, mais si on prend du recul, c'est quand même assez
génial de se dire qu'on a inventé des machines dans lesquelles on va, et puis on arrive à voir tout le corps en 3 dimensions. Et puis le détail de ce cours-là, c'est encore de nouveau à l'interaction entre des maths, il y a beaucoup de mathématiques, de physique, et puis à la fin, on arrive par exemple à avoir voilà, un scan du corps entier qui permet de faire des développements comme ce qui est fait pour le moment à l'EPFL, là où je travaillais, où on scanne la moelle épinière et puis on arrive à venir soigner ça pour faire remarcher des gens qui sont paraplégiques. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire tout ça. J'aime bien cette petite phrase qu'on attribue à Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc voilà, c'est, je pense, un des messages principaux, ce que j'ai principalement retenu de l'université, c'est toutes ces inventions, tous ces scientifiques, toutes ces théories qui ont été créées et qu'on a l'opportunité, la chance d'apprendre quand on vient ici, et puis essayer de garder cet esprit-là pour nous-mêmes contribuer notre petite pierre à la recherche scientifique. Voilà, ici j'ai juste mis un petit zoom sur cette photo que je trouve complètement géniale. Donc c'est une vraie photo qui a été prise dans les années 60 lors d'un survol de la Lune. Donc c'était pas depuis la surface. Alors, je suis maintenant engagé auprès de l'Agence spatiale européenne et je voulais d'abord dire un petit mot sur ce que c'est l'Agence spatiale européenne parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, l'Agence spatiale européenne, elle représente les intérêts de ses membres, principalement des pays européens, dans l'espace. Et dans la charte de l'Agence spatiale européenne, il est indiqué qu'elle développe des technologies spatiales pour le bénéfice de l'humanité. Donc on peut dire que c'est un idéal un peu naïf ou des choses comme ça, mais c'est quand même inscrit dans la charte et c'est ce vers quoi on aspire. Quand on fait de la recherche scientifique, au final c'est un petit peu la même chose. Hein. On développe des technologies pour le bénéfice de l'humanité. De temps en temps, il y a des réalités qui viennent un petit peu contrarier tout ça, mais en tout cas c'est l'idée, c'est l'esprit de l'Agence spatiale européenne. Et alors concrètement, il y a différents sites de l'Agence spatiale européenne dans tous les pays européens, pas forcément tous les pays européens, mais la plupart des pays européens. Il y a évidemment le centre des astronautes à Cologne, où moi je vais aller m'entraîner, je vais retourner à l'école, comme on disait tout à l'heure, à partir de lundi prochain. Il y a l'ESSEC en Belgique, où il y a notamment l'Eurospace Center, où vous êtes peut-être déjà allé. Il y a un site plutôt pour les expériences scientifiques aux Pays-Bas, il y a des sites en Italie, en Espagne, etc. Concrètement, qu'est-ce qui m'attend, moi, dans les années qui viennent? Donc là, je vais faire un petit zoom sur l'exploration humaine et robotique à l'Agence spatiale européenne. Donc il y a 3 objectifs principaux pour le moment. Il y a d'abord l'orbite basse. Donc ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est ce qui tourne relativement près de la Terre. C'est concrètement la Station spatiale internationale. Donc c'est là où vous avez vu Thomas Pesquet depuis la Cupola par exemple qui prend des photos de la Terre parce qu'on est relativement proche de la Terre à 400 km d'altitude et donc on peut prendre des photos assez détaillées. Et ça sera normalement ma première mission si tout va bien, je touche du bois. Entre 2026 et 2031, on ne sait pas encore dans quel ordre on va voler, ça va dépendre de plein de choses, de comment la formation se passe et puis d'autres éléments. Mais là, on est aussi dans un âge d'or en fait, de l'exploration spatiale parce qu'il y a des nouveaux programmes qui visent à réamener l'homme sur la Lune. L'homme ou la femme, évidemment. Et c'est le programme Artemis. C'est un peu le petit frère ou le grand frère du programme Apollo. Donc c'est mené par la NASA, mais l'Europe est un des partenaires principaux. Et donc, d'ici la fin de la décennie, on va avoir des astronautes européens qui vont aller autour de la Lune, voire sur la Lune. Donc ça sera a priori pas nous parce qu'on est un petit peu débutants et il faut d'abord qu'on fasse nos armes entre guillemets sur la Station spatiale internationale, mais c'est l'objectif. Donc la classe de Thomas Pesquet, Samantha Cristoforetti, etc. Ils sont en lice pour aller vers la Lune, voire sur la Lune d'ici 2030. Et puis pour nous, on verra. C'est pas impossible, mais ça reste quand même peu probable pour nous, même à ce stade. Et puis il y a aussi Mars. Donc la Lune, ce serait une première étape pour amener l'homme vers Mars, mais pour l'instant, ça reste quand même très très compliqué d'aller jusque Mars, et donc pour l'instant, on n'envoie que des robots. Juste pour donner un ordre de grandeur, la station spatiale, c'est 400 km de la Terre, la Lune, c'est 1000 fois plus, 300 000, 400 000 km, et Mars, c'est encore 1000 fois plus. Donc voilà, ça vous donne une idée du défi technologique que ça représente d'aller jusque-là, mais bon, peut-être qu'on peut se rappeler ici la citation de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait ». Un
dernier petit point aussi pour mettre en évidence le fait qu'à l'Agence spatiale européenne, on ne fait pas que de l'exploration humaine et robotique, mais il y a plein d'autres choses qui sont faites. Et en fait, le budget pour les astronautes, c'est à peu près 1/6 du budget de l'Agence spatiale. Et le but principal en fait, de l'Agence spatiale européenne, pour le moment, c'est vraiment de développer des technologies qui vont permettre de résoudre les défis auxquels on fait face aujourd'hui collectivement en tant qu'humanité sur Terre. On pense évidemment aux défis climatiques. Et alors, pour parler plus concrètement, il y a des gens qui se sont amusés à compter parmi les 169 objectifs de développement durable de l'ONU pour 2030. Donc, les Nations Unies, ils ont défini des objectifs de développement durable en termes d'assainissement des eaux, en termes de changement climatique, etc. Il y en a 169. Et bien, parmi ces 169, il y a plus de la moitié qui bénéficient directement de technologies spatiales. Donc ça montre bien l'utilité et l'intérêt de développer ces technologies spatiales aussi en Europe pour atteindre ces objectifs et ces objectifs de développement durable qu'on vise d'ici à 2030. Donc, il y a plein de satellites, par exemple, qui observent la Terre, qui permettent de mieux comprendre le climat et donc de mieux comprendre comment on pourrait faire pour régler les problèmes qui sont liés au changement climatique. Pour le cerveau, on a des choses un petit peu similaires. En fait, on a maintenant ces machines qui permettent de modéliser le cerveau et avec des modèles mathématiques un petit peu compliqués, on arrive à comprendre ce qui se passe dans un cerveau sain, pas sain. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose. On a des satellites qui prennent des mesures partout et puis on arrive à mieux comprendre comment on pourrait régler certains problèmes. La communication par satellite, donc tous ces satellites ils permettent en situation de crise, en situation de guerre qui malheureusement aujourd'hui existent encore, mais voilà, de parler, même s'il y a des lignes qui sont interrompues et des choses comme ça. Le système GPS que maintenant on utilise tous, moi j'ai encore un âge où je me souviens de l'époque où on utilisait des cartes pour naviguer. Bon, le GPS, on est assez d'accord que c'est très utile pour nous, mais aussi pour d'autres applications comme en agriculture, pour plein d'autres applications. Et puis il y a aussi des transferts de technologies qui ont été développés pour le vol spatial, par exemple, comme les filtres à eau, et qui sont maintenant utilisés dans plein de pays. Voilà, je vais terminer par un petit mot, deux petits mots en fait. Le premier pour dire que l'espace est peut-être plus globalement les sciences. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme un espace d'expression créative extrêmement enrichissant. J'ai beaucoup aimé passer du temps à réfléchir à des équations, à comprendre des nouvelles théories physiques et des choses comme ça. Et parfois, je trouve qu'on oublie un peu cet aspect créatif qu'il y a aussi dans les sciences, donc un potentiel d'exprimer sa créativité. C'est très beau et puis c'est aussi porteur de sens. Comme je disais, l'objectif premier pour le moment de l'Agence spatiale européenne, dans le cas de l'espace, c'est d'être au chevet de la Terre. Donc à la fois on réfléchit à des questions super stimulantes d'un point de vue philosophique, intellectuel, mais ça a aussi beaucoup de sens parce que je pense que dans ma génération et peut-être encore plus dans votre génération, on veut donner du sens à ce qu'on fait. On se dit, bon, on va passer 30, 40 ans dans une carrière. On peut changer de carrière, évidemment, mais on a envie que ce qu'on fait ait du sens et contribue quelque part à un monde meilleur à notre échelle, évidemment. On ne va pas tout changer tout seul, mais que ça aille dans la bonne direction. Et les sciences et l'espace en particulier, je pense que c'est vraiment quelque chose qui rassemble tout ça. Et puis je reviens avec ma photo du départ, que j'aime beaucoup. C'est une photo un dessin qui a été fait par l'Agence spatiale européenne. Je dirais de laisser parler votre curiosité, de croire en vos rêves. Je pense qu'on a vu dans les quelques exemples que j'ai montrés avant, toutes les nouvelles inventions, les nouvelles théories et tout ça, elles ont été rendues possibles grâce à des hommes et des femmes qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Et évidemment, il y avait toujours des gens pour leur dire que ça n'allait pas marcher, que ce n'était pas possible, etc. Mais je pense que l'université, c'est aussi un endroit où on vous apprend à croire dans votre potentiel, où on vous donne tous les outils, en tout cas, pour avancer vers ça. Et c'est important d'aller de l'avant dans cette direction-là. Aussi, peut-être prendre de temps en temps le temps de retrouver la place, disons, de laisser un peu de place pour respirer, pour s'émerveiller devant différentes choses. Moi, je m'identifie, je dirais là, assez bien au petit garçon à gauche qui va promener dans la forêt, qui regarde vers la lune, vers les étoiles.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a sans doute été un des éléments qui m'a amené à devenir astronaute aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi un élément très important, de garder cette petite part d'émerveillement envers la nature, envers différentes choses. Ça, c'est la fin pour ma présentation, mais aujourd'hui, j'ai aussi la chance et l'honneur d'être accompagné, alors malheureusement pas physiquement, mais en ligne, par Claudie Aigneret. Je vais juste peut-être garder mes slides. Bonjour Claudie. Mais je veux bien mes slides quand même. Voilà. Donc, à cause de la situation en France, Claudie n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu qu'il y avait des grèves et que c'était un petit peu compliqué. Mais donc, Claudie Aigneret a un CV long comme le bras, donc je ne vais pas passer à travers tout, mais elle est notamment médecin rhumatologue, elle est aussi scientifique, elle a une thèse de doctorat en neurosciences, et en 1985, elle a été sélectionnée par l'Agence spatiale française pour devenir astronaute, candidate astronaute, et puis elle a fait 2 missions spatiales, en 1996 sur la station spatiale Mir, et en 2001 sur la station spatiale internationale, et puis par après, elle a poussé l'engagement encore plus loin, elle s'est engagée en politique. Ça, je trouve ça vraiment super, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû lui dire mais tu as une image d'astronaute que tout le monde aime, pourquoi est-ce que tu vas t'engager en politique où tu vas prendre des coups forcément? Mais non, elle l'a fait. Et donc, ça c'est une image de sa 2e mission vers l'ISS en 2001. Elle s'est engagée en politique, comme je disais. Elle a aussi été une des instigatrices de Univers Science, qui vise vraiment à faire se rencontrer, à intégrer plus la recherche scientifique dans la société, à faire se rencontrer les domaines de la culture, les domaines de la recherche, des sciences, etc. Et ça, je pense que vous avez compris de par ma présentation que c'est vraiment quelque chose de super important, intéressant et qui bénéficie à la société en général. Et dans son temps libre, si je puis dire, elle dirige aussi différents ouvrages, dont ce livre-ci, qui raconte l'histoire de femmes célèbres. Je pense qu'il y a une 40aine de femmes célèbres qui sont présentées dans ce livre-là. Et je voulais juste mentionner un petit extrait d'une de ces femmes, qui est une écrivaine japonaise du XIe siècle, que je ne connaissais pas. Mais j'ai vu ce petit extrait. Par une brèche de la clôture, l'on voyait les reflets de l'étang. Bien entendu, je descendis à mon tour. Peut-on passer sans s'arrêter devant une demeure où la lune se mire dans l'eau? Et je trouvais ça chouette de voir que, bon, déjà il y a 1000 ans, notre satellite naturel, la Lune, fascinait les gens et les gens s'émerveillaient devant lui. Et je pense que pour les 1000 prochaines années, ce sera encore le cas. En tout cas, c'est le cas pour notre génération. Et je suis très heureux de passer maintenant la parole à Madame Claudie Aigneret.